Le concept d'une machine pensante, une intelligence artificielle qui pourrait un jour nous égaler, ou même nous dépasser, c'est un peu le plus grand rêve et en même temps la plus grande crainte de notre époque. On pense tout de suite à des algorithmes, des réseaux de neurones gigantesques. Mais si on faisait complètement fausse route depuis le début, et si la nature même de notre conscience, cette capacité si humaine à comprendre les choses, était, impossible à reproduire pour un ordinateur. C'est la question audacieuse, presque hérétique, au cœur du livre de Roger Penrose, Shadows of the Mind. Aujourd'hui, on va essayer de décortiquer ces arguments. L'idée, c'est que la conscience ne serait pas un logiciel, mais un phénomène qui puise ses racines dans une nouvelle physique, une physique qu'on n'a pas encore découverte. Oui, et avec Penrose, on embarque pour un voyage assez fou, il faut le dire. Ça part de la logique pure des mathématiques, ça fait un détour par les coins les plus étranges de la physique quantique, pour atterrir finalement au cœur même de la biologie de nos neurones. La question, c'est pas de savoir si les ordinateurs calculent plus vite. Ça, la réponse est oui depuis longtemps. La vraie question, c'est est-ce qu'ils pourront un jour accéder à la véritable compréhension? D'accord, alors posons bien les bases. C'est un débat avec des camps assez tranchés. D'un côté, il y a la vision dominante, l'idée de l'intelligence artificielle forte. L'idée que la conscience, au fond, n'est qu'un calcul très complexe. Et de l'autre, Penrose. Comment est-ce qu'il nous présente le paysage ? Alors, il le fait très clairement, il distingue 4 points de vue. Le premier, c'est le point A, celui de l'IA sorte. C'est l'idée que vous venez d'évoquer. La pensée est un calcul, la conscience émerge de la complexité de ce calcul, donc un ordinateur assez puissant deviendrait à un moment conscient. Quelqu'un s'allumerait à l'intérieur. C'est un peu le scénario de science-fiction classique. La machine qui devient esprit. Mais j'imagine que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Non, loin de là. Le deuxième point, le point B, c'est celui de l'IA faible. C'est une vision plus prudente. Elle dit qu'un ordinateur peut parfaitement simuler l'intelligence et même la conscience. Il aura l'air triste, il écrira des poèmes, mais il ne ressentira jamais rien. La conscience dépendrait du matériel, biologique, de notre chimie. C'est l'analogie de Searle. Une simulation parfaite d'un ouragan, ça ne mouille personne. La simulation n'est pas la chose elle-même. D'accord, c'est une distinction clé. Et les deux autres points? Il y en a un qui est un peu plus mystique, c'est ça? Oui, le point D, c'est le mysticisme. L'idée que la conscience est tout simplement hors de portée de la science. Un mystère spirituel, peut-être. Penrose l'écarte assez vite parce que, pour lui, c'est un peu comme abandonner la recherche scientifique. Ce qui nous laisse avec le point C, sa propre position. Exactement. Le point C, la vision de Penrose, pour lui, oui, la conscience est un processus physique, la science peut et doit l'étudier. Mais, et c'est là que tout bascule, il affirme que ces processus physiques sont fondamentalement non calculatoires. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être simulés par un algorithme. Attendez, non calculatoire, ça veut dire quoi concrètement? Que ça ne suit pas de règles logiques? C'est plus subtil. Ça veut dire que ça ne peut pas être décomposé en une série d'étapes, comme un programme informatique. Et pour le prouver, il sort une arme assez inattendue. Il va la chercher dans la logique mathématique. Le théorème d'incomplétude de Gödel. Waouh! Donc c'est notre capacité à comprendre les maths qui serait la preuve que notre esprit n'est pas un algorithme. C'est une idée vertigineuse. Mais comment c'est possible? Comment un théorème de logique pure peut nous dire quelque chose sur la soupe de neurones qu'on a dans la tête? L'argument est vraiment redoutable. Pour simplifier, imaginez un livre de règles pour un jeu. Un système formel, parfait, sans contradiction. Un ordinateur, c'est une machine qui applique ces règles à la perfection. Le théorème de Gödel, c'est la découverte qu'il existe une affirmation sur ce jeu, une phrase, qu'on appelle la phrase G, qui est manifestement vraie, mais qu'il est impossible de prouver en utilisant seulement les règles du livre. D'accord, donc l'algorithme, lui, il est prisonnier de son livre de règles. Il est coincé dans sa boîte, il ne peut pas voir cette vérité qui est juste là. Précisément. Mais nous, un être humain, un mathématicien, en regardant le système de l'extérieur, on peut voir que cette phrase G est vraie.
Notre compréhension nous permet de nous élever au-dessus du système. Et Penrose en conclut que cette capacité de voir la vérité, la compréhension mathématique, eh bien ce n'est pas un processus algorithmique. Notre esprit fait quelque chose qui transcende le calcul. Une seconde. Si on accepte cet argument, ça ne veut pas juste dire que l'IA forte est difficile, ça veut dire qu'elle est logiquement impossible avec nos ordinateurs actuels. C'est une affirmation colossale. Ça voudrait dire que toute la course vers une conscience numérique est une impasse. C'est exactement l'implication. Et c'est pour ça que sa thèse est si controversée. Elle heurte de front l'orthodoxie de l'informatique. Beaucoup de chercheurs diraient que voir la vérité de Gödel, c'est juste un autre niveau de calcul, un méta-algorithme. Mais Penrose répond que peu importe la complexité de l'algorithme, on pourra toujours construire une nouvelle phrase de Gödel que cet algorithme ne pourra pas prouver, mais qu'un humain pourra comprendre. On a toujours un coup d'avance. D'accord. C'est un argument philosophique très fort. Mais alors ça nous laisse un problème immense. Si notre cerveau n'est pas un ordinateur, s'il ne fait pas que calculer, alors c'est quoi? Quel est le processus physique derrière? Est-ce que la physique qu'on connaît nous aide? Eh bien non, et c'est le cœur du problème. La physique classique est déterministe, calculable. La physique quantique, elle, est beaucoup plus étrange. Elle a deux processus qui semblent incompatibles. D'un côté, on a l'évolution U, décrite par l'équation de Schrödinger. C'est une évolution douce, continue, déterministe et calculable. Une sorte de vague prévisible. Ok, ça ressemble encore à un algorithme. C'est la partie prévisible du monde quantique. Tout à fait. Mais de l'autre côté, il y a la réduction R, la mesure quantique. C'est l'effondrement brutal et probabiliste d'un état. C'est le moment où notre vague, qui est à plusieurs endroits à la fois, s'effondre soudain en un seul point, quand on la mesure. Et ce point, il est purement aléatoire. Donc, on a le choix entre une horloge parfaite, le processus U, et un lancer de dés, le processus R. Et la compréhension, l'acte de voir un théorème, ce n'est ni une procédure aveugle, ni un coup de chance. C'est ça le trou dans la raquette. C'est exactement ça. Ni U, l'algorithmique, ni R, l'aléatoire, ne peuvent expliquer un processus qui serait à la fois non calculatoire et non aléatoire, comme la compréhension. C'est le chaînon manquant de la physique. Et c'est le fameux problème de la mesure qui tourmente les physiciens depuis un siècle. Et Penrose suggère que la solution à ce mystère de la physique est aussi, comme par hasard, la clé du mystère de la conscience. C'est son grand pari. Il propose qu'il existe un vrai processus physique qu'il nomme réduction objective, ou OR. Ce processus se situerait entre U et R. Et cette réduction ne serait pas aléatoire. Elle contiendrait une information intrinsèquement non calculatoire. Réduction objective. Alors réduction, c'est l'effondrement. Mais pourquoi objective? Ça veut dire que ça se passe tout seul sans qu'un scientifique ait besoin d'observer? Précisément. L'effondrement serait un événement physique réel, objectif, qui se produit quand une certaine condition est remplie. Et cette condition, selon Penrose, est liée à la gravité. L'idée est vertigineuse. Quand un objet est dans une superposition quantique, à deux endroits à la fois par exemple, il crée en fait une superposition de deux géométries d'espace-temps différentes. Imaginez deux petites courbures de l'espace-temps qui existent en même temps. Penrose postule que cette situation est instable. Au bout d'un moment, l'univers ne peut plus tolérer cette bifurcation et la superposition s'effondre d'elle-même. Et cet effondrement, il serait non calculatoire. C'est une physique complètement nouvelle qu'il nous décrit. Mais une théorie, aussi belle soit-elle, doit se confronter au réel. Si ce phénomène existe, il doit se produire quelque part. On a la moindre idée d'où chercher cette réduction objective dans le chaos chaud et humide d'un cerveau humain. C'est là qu'on entre dans la partie la plus spéculative, mais aussi la plus fascinante. Et c'est là que Penrose, avec Stuart Hameroff, un anesthésiste, fait un pari audacieux. Il propose un candidat pour être le matériel quantique du cerveau, les microtubules. Les microtubules. Mais pour moi, c'est juste l'échafaudage de la cellule, le squelette, un peu comme des poutres dans un bâtiment. Comment est-ce que ça pourrait être le siège de la conscience? C'est ce qu'on pensait, oui. Ce sont des composants du cytosquelette de nos neurones. Mais si on y regarde de plus près, leur structure est tout sauf banale. Ce sont des minuscules cylindres creux, faits de protéines, les tubulines. Et l'agencement de ces protéines est extraordinairement régulier, presque comme un cristal. Et fait remarquable, leur géométrie présente des motifs liés au nombre de Fibonacci. C'est très inhabituel pour une structure biologique. D'accord, leur structure est spéciale, mais
comment on passe d'une belle structure à de la mécanique quantique dans un environnement aussi hostile que la cellule? C'est la grande question. L'hypothèse de Hameroff et Penrose, c'est que cette structure très régulière et isolée au cœur du neurone pourrait agir comme une gaine protectrice. Ça permettrait à des états de cohérence quantique de se maintenir assez longtemps à l'abri du chaos. Les microtubules agiraient alors comme de vrais ordinateurs quantiques biologiques. Et c'est là que tout se connecte. Ces superpositions quantiques dans les microtubules atteindraient à un moment le fameux seuil de la réduction objective. Exactement. Le système deviendrait trop gros d'un point de vue gravitationnel, la superposition d'espace-temps deviendrait intenable et l'état s'effondrerait, de manière non calculatoire. Et cet effondrement, ce moment de OR, serait un moment de conscience, un flash de protoconscience. C'est là que beaucoup de scientifiques doivent décrocher, j'imagine. Le saut est immense. On passe de la structure de l'univers à des protéines dans nos neurones. Qu'est-ce qui les pousse à faire ce saut gigantesque? Pourquoi ce ne serait pas juste une coïncidence? Leur argument, c'est que si la conscience est non calculatoire, il faut bien un mécanisme physique pour la supporter. Ils ont cherché dans le cerveau une structure qui soit A, assez petite pour des effets quantiques, B, assez organisée pour maintenir la cohérence, et C, assez répandue pour jouer un rôle central. Les microtubules cochent toutes les cases. En plus, cette idée offre une explication assez élégante à une observation étrange. La conscience ne semble pas être un flux continu, elle ressemble plutôt à une succession de moments, comme les images d'un film. Chaque image, chaque moment de conscience pourrait correspondre à un de ces effondrements objectifs dans les microtubules. Donc chaque eureka, chaque instant de compréhension, chaque perception d'une couleur, ce serait littéralement un petit événement de physique fondamentale. Un effondrement de la réalité orchestré par la gravité au cœur de nos neurones. C'est une vision absolument folle. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est une tentative de connecter les trois plus grands mystères de la science, le monde quantique, le cerveau et la nature de l'espace-temps. En résumé, le voyage que propose Penrose est monumental. On part de Gödel pour dire que notre esprit n'est pas un ordinateur, on plonge ensuite dans la physique quantique pour y chercher un nouveau processus, la réduction objective, et on atterrit dans nos propres neurones, dans ces fameux microtubules. L'idée centrale, c'est que la conscience n'est pas une illusion, pas un logiciel. C'est une fenêtre sur une réalité physique plus profonde qu'on commence à peine à entrevoir. Absolument. Et pour la pensée finale, Penrose nous laisse avec une énigme encore plus grande, le mystère de trois mondes. Il y a le monde physique, celui de la matière, de l'énergie, le monde mental, celui de notre conscience, de nos pensées, et enfin il y a le monde platonicien, des formes mathématiques, des vérités éternelles et abstraites. Et voilà la question. Le plus grand mystère, ce n'est peut-être pas comment le monde physique produit le monde mental. Le vrai mystère, c'est une boucle. Pourquoi le monde physique obéit-il si parfaitement à des lois issues du monde abstrait des maths? Et comment notre monde mental, né de la matière, peut-il à son tour accéder par la pensée à ce royaume mathématique pour le comprendre? C'est peut-être dans cette boucle stupéfiante entre la matière, l'esprit et la vérité que se cache le secret de notre existence, comment l'univers, à travers nous, arrive à se penser lui-même.